Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Le grand gourou. Il va slider dans les images. Bon, merci Guillaume en tout cas, c'est cool. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui. Je partage mon écran. Bonjour tout le monde. Alors, bonjour tout le monde. Normalement, si je clique là, voilà, vous avez mon écran partagé? Yes. Oh, c'est bon. Donc, l'idée, c'est de parler un petit peu du RapidMOOC. Alors, moi, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait un bout de temps que je travaille avec l'équipe de Lyon, puisqu'il y a des équipes RapidMOOC un peu partout, avec Fabrice Mercier, que j'ai connu autant des boîtiers qu'on met dans les amphis à Lyon. Donc, on avait une proximité physique du campus. Et puis, je tiens à te signaler qu'on a gardé cette proximité parce que chaque match de l'OL, on fait un live tweet ensemble, voilà, et de l'Olympique Lyonnais. Et on échange beaucoup sur les nouveautés, les bugs et tout ça. Dès qu'il y a un bug, moi, j'envoie ça. Donc, ça arrive la nuit chez vous. Le lendemain matin, c'est corrigé pour moi. C'est génial. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est déjà à la version 138 du c'est logiciel. Ça. Donc, ça fait un bout de temps que je travaille. J'ai travaillé dans plusieurs écosystèmes. Alors, je vais tweeter en même temps les liens. Hop, voilà. Attendez. Les boulettes, bien sûr, ça commence mal. Je vais tweeter en même temps les liens. J'ai mis Olive, tu as mis le support à disposition. Olivier. Ton micro, Olivier. Oui, je vous envoie le lien dans le chat. Et sinon, Twitter chez Mister Battier. Et après, de toute façon, je mettrai sur le blog du RNSPF, tout ça. Alors. Voilà. Donc, je suis intervenu dans plusieurs pays et comme tu disais tout à l'heure, c'est assez simple à mettre en place. C'est assez facile à mettre en place. Même, par exemple, ici, c'était le premier à gauche, là, c'est au Mali. Au Mali, ça a vachement tourné là récemment. Ils sont plus ou moins en confinement. Donc, on a enregistré ça. Il y avait un RapidMOOC pour tout le pays. C'était un peu le seul studio pédagogique dans le pays. Donc, les écoles, les collèges et les lycées ont enregistré pas mal de vidéos dans le RapidMOOC. Ça sert de plan de continuité pédagogique. C'est un peu la roue de secours là-bas. Celui au milieu, la UP Web TV, c'est à Parakou au Bénin. C'est au fin fond du Bénin. Et vraiment au fin fond, après 6 heures de piste. Donc, on a traîné les RapidMOOC dans des caisses. Enfin, bon, bref. Il n'y a pas le bon encadrement, hein, ça en pièces démontées, mais ça marche quand même. Et là, pour la petite histoire, ça tourne sur un panneau solaire de 2 mètres carrés, le RapidMOOC. Et puis, évidemment, en arrivant ici, j'ai aussi installé un RapidMOOC ici. C'est utilisé aussi dans pas mal d'environnements. J'ai parlé d'écoles primaires, de collèges, de lycées, dans les universités. Vous, dans le sport, il y a Olive, ça a commencé à utiliser pas mal. Les pompiers aussi ont utilisé, ils en ont pris aussi. Et puis là, avec Pascal Choteau, Olivier Le Rouge, des moments mémorables dans le studio. Voilà, donc c'est pas mal d'usages autour de tout ça. Ce qui donne un peu une vision un peu de comment ça peut être utilisé dans différents milieux culturels, dans différentes organisations, dans différents domaines de formation. Et il y a quand même des invariants, il y a des choses qui sont… C'est ici que je vais vous parler des usages qu'on retrouve un peu systématiquement, des bonnes pratiques qui font que ça marche ou que ça ne marche pas, parce que ce n'est pas parce qu'on a un bon outil qu'on aura des bons usages. Vous le notez. C'est important, ça. Ce n'est pas parce qu'on a des bons outils qu'on aura des mauvais usages, mais c'est parce qu'on a des mauvais outils qu'on aura des mauvais usages. Voilà, ça c'est dit. Donc, c'est un peu une solution universelle. L'idée, c'est on peut produire des vidéos rapidement, des vidéos de qualité, des vidéos pédagogiques. Et là, tout le problème, c'est quoi une vidéo pédagogique? Alors, j'ai pris un exemple sur un cours, par exemple, que moi, je fais sur un de mes cours qui dure une dizaine de semaines. Donc, j'ai une dizaine de séances. Alors, comme mes étudiants, moi, je suis ici en Polynésie et mes étudiants, ils sont en France, à Lyon. Donc, au niveau distance et puis décalage, je crois qu'on est pas mal. Donc, je leur publie des choses une fois par semaine.
Et je les bichonne, je leur mets des trucs en couleur et des choses comme ça pour qu'ils s'y retrouvent. Je fais au démarrage de mon cours une vidéo de présentation, des objectifs, d'introduction, comment marche le cours, comment vous organisez, parce que les étudiants, c'est pas parce que, un peu moins maintenant, quoique, avec le Covid, il faut les aider à s'organiser, leur montrer comment il faut travailler, leur montrer ce qu'on attend, leur montrer les outils qu'on va mettre à disposition. Donc, je fais une vidéo d'introduction qui dure 10-15 minutes. On parle de ça. Avant même de rentrer dans le cours. Et cette vidéo, généralement, je leur envoie avec le mail en leur disant que le cours démarre. Et d'abord, avant de rentrer dans le cours, lisez cette vidéo d'introduction. Et surtout, vous la regardez bien parce que je ne répondrai pas au mail pour laquelle il y a une réponse dans cette vidéo. C'est comment je m'inscris, c'est quoi le contrôle continu, comment fonctionne le cours, avec quels outils je dois travailler. Tout est dans cette vidéo-là. Et ça, c'est un gain énorme de… Moi, j'ai parfois 300 étudiants dans un cours. Et quand ça commence à distance, la première semaine, chaque étudiant envoie 2 à 3 mails. Je n'ai pas compris cela, je n'ai pas compris ceci, je n'ai pas compris. Voilà, c'était… Bon, on fait une vidéo, je mets tout au départ. Et puis, ça fait un petit message sympa. Ça donne tout de suite aussi le ton du cours. Et après, à chaque séance, à chaque semaine, j'ai une petite vidéo d'introduction de la séance, une vidéo de consigne sur le travail à fournir. Et généralement, ces vidéos introduisent des vidéos de contenu, où là, il y a le cours, les activités à faire, des vidéos de contenu, alors que soit c'est moi qui les produis moi-même dans le Rapidement, soit c'est des choses que je vais chercher sur YouTube ou d'autres plateformes vidéo. Je mets à disposition des gens. Donc, chaque semaine, mes étudiants, ils ont une vidéo de consigne, il y a ça à faire, il y a ceci à travailler avec des vidéos de contenu. Donc, une première vidéo d'organisation, des vidéos avec objectifs, des vidéos de présentation hebdomadaire et des vidéos de contenu. Et entre chaque séance, j'arrive à faire des vidéos de débriefing, ça c'est super important. Comme il n'y a pas de moment synchrone dans mon cours, je fais des vidéos où je nomme les étudiants en disant un tel m'a posé telle question, un tel m'a demandé ceci, un tel m'a demandé cela. Et je mets à disposition mes réflexions, les réponses aux questions qu'on avait posées la semaine précédente dans la vidéo de consigne, etc., etc. Donc, il y a un petit jeu aussi. Quand ils m'envoient des mails, je fais des captures d'écran des mails. Quand ils font des tweets, je mets des captures d'écran des tweets, etc., etc. Ou j'utilise le blog de Caroline pour travailler et échanger. Et dans les discussions, je retire les éléments essentiels dans le blog du cours et j'en refais une vidéo avec ça. Donc, ça, c'est mes vidéos-là. Et puis, donc j'appelle ça des vidéos de débriefing. Ça, c'est super bien vu. Alors, moi, je les ai fait de façon asynchrone, mais une vidéo d'organisation peut être faite de façon synchrone. Ça peut être aussi un moment de briser la glace. C'est ce petit logo là qui est là, qui veut faire synchrone, de briser la glace. Tout ça, là, c'est tout fait avec le RapidMOOC, toutes les vidéos dont je vous parle. Les vidéos de consigne peuvent être aussi faites en synchrone. Moi, je ne le fais pas parce qu'avec le décalage horaire et la distance, voilà, ça ne me faciliterait pas la vie, mais c'est possible de le faire en synchrone. Les vidéos de débriefing aussi, on pourrait les faire en synchrone. Je ne les fais pas aussi d'expérience parce que sur des étudiants, même des étudiants de formation initiale, quand on donne un rendez-vous synchrone, il n'y a même pas 10% des étudiants qui sont présents au rendez-vous. Donc, j'ai lâché l'affaire du synchrone, alors que la synchrone, avec les plateformes, on peut savoir qui a vu la vidéo, qui n'a pas vu la vidéo, etc. etc. Et les vidéos de contenu, elles sont toutes dans ce cours-là asynchrone. Donc, les étudiants les travaillent à leur rythme, au moment où ils veulent la voir, au moment où ils veulent la disposer. Et puis, ça m'arrive souvent de demander aussi aux étudiants de produire leur propre vidéo. Et donc, l'ensemble de ces vidéos-là, des fois, même les étudiants me font des vidéos de super qualité que je réutilise comme vidéo de contenu pour les cours, la session suivante. Ils font des trucs super. Donc là, dans le domaine du sport, avec Olive, une fois, tu m'avais parlé, un gars sur son wishbone, il faisait un empannage, machin truc, c'était une super vidéo. Bon. Dans le domaine du sport, la production par les stagiaires, les élèves, les étudiants, je ne sais pas comment vous les appelez, c'est aussi quelque chose qui peut être un travail demandé par le prof, mais tellement la qualité est intéressante, où il y a des informations tirées pour l'enseignement, ça peut devenir elle-même une vidéo de contenu. Voilà. Donc, les différences, c'est ça, pour moi, une vidéo pédagogique, il n'y a pas un modèle, il y en a plusieurs. Tout de suite, je vais mettre un terme au débat sur il faut faire des vidéos de 5 minutes, 3 minutes, de 15 minutes, de 20 minutes, on s'en fout. Il faut faire
effectivement pas trop longues, mais ça ne veut pas dire que toutes les vidéos doivent être 15 minutes. Des fois, il y a des vidéos de 3 minutes. Alors, je parle sur les vidéos de contenu, 3-4 minutes, mais des fois, il y a des notions, il y a des concepts à analyser, à étayer, à poser et à argumenter. Et une fois, si la vidéo est bien faite, l'argumentation est bien, les étudiants, ils ne lâchent pas l'affaire. Ils vont jusqu'à la fin de la vidéo. Ils reviennent plusieurs fois, mais ils iront jusqu'à la fin de la vidéo. Je montrerai des exemples de mesures de temps d'attention des étudiants sur des vidéos de casse-couilles au bout de 30 secondes. Si le prof est casse-couille en amphi, il est casse-couille en vidéo, au bout de 30 secondes, il n'y a plus personne. Alors, ça se voit tout de suite, c'est violent, mais c'est comme ça. C'est la même chose en présentiel. Le nombre de fois, on n'écoute pas une personne que ça ne nous intéresse pas. Là, on peut le mesurer et le voir. Voilà. Donc ça, c'est les différents types de vidéos. Ça vient faire aussi écho l'utilisation des vidéos. C'est parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de déçus du Zoom, du moment synchrone. On est en cette période Covid, tout le monde a dit bah, je vais faire des cours en ligne. Donc majoritairement, tout le monde a fait la même chose avec des outils qui ne sont pas super adaptés, que des cours présentiels, mais en ligne en utilisant Zoom. Donc il y a un super article là, qui a été publié la semaine dernière, un billet d'un collègue à l'Université de Montréal sur les victimes du Zoom. Les inconvénients un peu du Zoom, vous allez voir ça. Et pour aller un peu plus loin, si ça vous intéresse sur les différents types de vidéos, j'ai argumenté ça pendant Vous voyez, quand j'étais confiné, au dernier confinement, quand on avait été tous confinés au printemps 2020, moi j'étais confiné sur ma terrasse avec vue sur Montréal, avec mon petit studio vidéo. Et donc on a profité avec des collègues francophones, belges et suisses, et québécois, pour faire un ensemble de billets sur le e-learning. Et moi, j'ai détaillé un peu plus que ce que je viens de vous dire, les différents types de vidéos. Donc, je vous mets le lien sur ce billet-là, sur l'usage de la vidéo en pédagogie. Alors, il y a eu aussi un article intéressant publié début janvier, le 6 janvier, sur des pistes pour mieux animer des cours à distance. La vidéo en fait partie. On reprend. Alors, c'est Frédéric Duriez qui fait les images de ça. C'est un article sur taux de cursus. Je ne sais pas si dans le monde des crêpes, si vous lisez tout cette revue-là, au départ, c'était quelque chose fait pour le monde des universitaires, l'enseignement en ligne. Mais il y a des choses qui sont dites là-dedans qui peuvent intéresser tout le monde, tous les gens qui font de la formation. Donc, je vous invite si vous ne connaissez pas cette revue, à aller voir cette revue. Il y a des choses assez intéressantes là-dedans, notamment cet article, ce billet-là, sous forme de billet de blog un peu, un article de journaux, je ne sais pas comment on peut dire. Ce billet-là sur l'animation les pistes pour mieux animer les cours. On retrouve ce que je viens de vous présenter dans un de mes cours, les vidéos d'introduction, de se présenter, pour donner un peu l'idée de ce qu'on va faire dans le cours, de ce qu'on attend des étudiants, présenter un peu le sujet du cours, pour que les gens ils soient bien au courant et comment ça se passait. Le planning aussi, un peu de comment ça va se dérouler, sans forcément des dates. Je vous dis, parce que, petite astuce, ma vidéo de présentation, j'en ai fait une année, j'ai refait 2, 3, 4 fois. Et au bout de 4 fois, je pense elle est nickel, elle est toujours d'actu, donc je ne la refais pas. Je ne l'ai pas refaite cette année, donc ça fait 3-4 fois qu'elle me fait le truc. Elle est bien calée, donc les étudiants la réutilisent. Et donc, je ne donne pas de date. J'ai appris, au départ, je dis bon, je ferai ça le mardi 5, et puis il y a des vidéos. Il vaut mieux pas donner trop de dates, il vaut mieux les écrire dans un billet, parce que ça, c'est facile à changer, une vidéo. On met, vous avez 10 jours pour faire ceci, vous avez 5 jours pour faire cela. On donne des dates relatives, mais pas des dates précises. C'est une petite idée à faire comme ça dans ce type de vidéo-là. Ne mettez pas trop de dates. Comme ça peut être utilisé par la suite. Donc là aussi, pour soigner son démarrage, c'est bien d'introduire une petite vidéo. Donc ça, c'est les petits trucs qu'on met à disposition. Voilà. Autre chose importante, donc, sur la durée des vidéos, moi je vous dis, je ne vais pas m'énerver là-dessus. Autre chose importante, c'est montrer son visage. Ça, c'est l'intérêt du Rapid MOOC. Beaucoup de profs disent oh, mais non, mais je mets juste une voix off sur un PowerPoint. Beaucoup ont aussi fait ça à la place du Zoom
C'était l'autre truc, l'autre erreur à ne pas faire. Le fait que vos apprenants voient votre tête, c'est hyper important. Donc, il y a des vidéos qui ont été faits là-dessus. Je vous ai mis les références, parce que je vais le lire. Voilà, ici. Il y a des articles qui ont été faits là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de communication qui passe par le non-verbal. Vous verrez dans le RapidMook, vous pouvez choisir si on vous fixe un gros plan avec votre tête ou de loin avec votre main qui bouge. Et tout à l'heure, Olive disait, moi, ce qui m'a plu, c'est que j'ai retrouvé ma façon d'enseigner. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre en scène. Il y a des enseignants, quand ils rentrent dans un amphi, ils s'assoient, ils ne bougent pas. Il y a des enseignants, quand ils rentrent dans un amphi, un peu comme moi, ils montent au plafond, ils montent en haut, à droite, à gauche, ils courent dans tous les sens. C'est pire qu'un marathon. On a besoin de bouger, on a besoin d'être partout dans la salle. C'est des styles complètement différents. Et ben, dans le studio, on peut retrouver ces styles-là. Être figé assis sur une table, ne pas bouger, être debout sur un manche debout, courir, faire des zigzags comme la Miss Météo dans tous les sens. Enfin, Miss Météo, elle ne bouge pas trop, mais elle bouge un petit peu en interaction avec son contenu, changer de place. Mais cette communication non verbale, elle est importante et je vais le détailler, je vais vous montrer pourquoi elle est importante. Dans l'ancienne version de... non, ce n'est pas dans RapidMook, c'est l'ancien serveur que vous fournissiez, monsieur RapidMook avant, InWeCast fournissait avant, je ne me rappelle plus le nom, InWeCast serveur, il me semble que c'était ça le nom. On avait la possibilité de voir ce trait rouge là, qui est là, qui est la courbe d'audience de la vidéo. Alors, vous avez la même chose sur YouTube. Hein. Quand vous allez maintenant sur les statistiques YouTube, vous avez la même chose qui apparaît, cette courbe d'audience, elle apparaît, vous pouvez la voir. Donc là, qu'est-ce qu'on voit j'ai analysé plusieurs centaines de courbes d'audience. Je n'ai pas eu le temps de faire des publis, des choses comme ça, parce que je suis parti de Lyon pour des choses. Voilà. Donc, mais les tendances, c'était quand on a un discours seul, très rapidement, et puis pas motivé, enfin bref, un peu monocorde, un peu. Vous voyez, très rapidement, même sur plusieurs milliers de vues, au bout de 30 secondes, vous avez perdu plus de 50% d'audience. Voilà, si ça n'intéresse pas, on voit que ça n'intéresse pas les gens. Là, c'était l'ancien système. Avant RapidMook, c'était InWeCast. Je ne me rappelle plus comment tu appelais ça. Bon, avant le RapidMook, on avait le serveur. Hein, c'est ça? Ouais, il y avait Media Center, c'était InWeCastBox et Media Center. Ouais. Et donc, ça enregistrait. Non, mais c'est pas l'InWeCastBox. La première version d'InWeCast ou de RapidMook, mais ça ne s'appelait pas RapidMook. Donc, ça s'appelait RapidMook. La première version du studio. Ah, c'était déjà RapidMook. Bon, ouais. La première version, tu pouvais faire il n'y avait que cette version-là où on mettait le prof à côté. Il y avait deux caméras. Enfin, ça enregistrait deux flux côte à côte. C'est un peu ce que tu racontais tout à l'heure. Hein. Donc, la première version, c'était ça. Et le prof n'est pas intégré à son contenu. Et vous voyez, on perd un peu de l'audience. Hein. Là, il y a 29 000 vues. Hein. Ce n'est pas des stats de guignol là, que je sors sur ces vidéos-là. Donc, on perd de l'audience entre le début et la fin. Et puis, quand ils ne comprennent pas, vous voyez, des trucs qui reviennent en arrière. Et par contre, là, c'est une vidéo qui a été vue par 400 étudiants, qui était accessible par 400 étudiants, cette vidéo RapidMook qui a été vue 7000 fois par 400 étudiants sur un semestre. C'était en 2018, ça. Donc là aussi, hein, quand je vous dis, et la vidéo, elle fait 25 minutes. Hein, ce n'est pas 15 minutes, elle fait 25 minutes. Donc là, c'est des gens qui sont. La petite chute, là, on a ça sur toutes les vidéos, c'est genre, c'est pas ce cours-là, je me suis trompé. Bon. Mais une fois qu'ils sont engagés, on a 100% des gens engagés au début vont jusqu'à la fin. Et sur plusieurs revisionnages par les étudiants. Donc, on est sur des choses, des chiffres d'attention qui sont assez forts et qui, voilà. Donc, c'est montré par la publication, mais très vite, si vous vous amusez à faire, parce qu'il y aura des profs qui ne voudront pas faire leur visage, qui ne voudront pas suivre vos conseils, vous aurez les courbes d'audience et vous pourrez les comparer dans vos institutions les uns par rapport aux autres, si vous mettez des vidéos sur des serveurs qui font ces mesures-là. Donc, c'est un outil qui permet de faire des choses intéressantes et un peu en mesurer les usages aussi. Ça, c'est super intéressant à faire. Qu'est-ce que je vais faire aussi de mes vidéos? Il y a eu un autre article intéressant par quelqu'un qui est à Dijon, on avait fait intervenir, il me semble, sur un séminaire à Dijon. On l'avait fait intervenir au séminaire du sport à Dijon. C'est Jacques Dubois. Je ne sais pas si tu te rappelles, Olive. Et Jacques a fait
un billet, je vous invite, pour ceux qui sont sur Twitter, mais vous le suivez déjà certainement, à suivre. Il a fait un billet aussi il n'y a pas très longtemps, au mois de décembre, sur qu'est-ce qu'on peut faire sur l'hybridation, comment trouver des valeurs ajoutées sur l'hybridation et sur ce qu'on doit faire en synchrone, en asynchrone, hein, toujours avec ou sans vidéo, mais plutôt avec vidéo d'ailleurs. Mais pour compléter ce que je viens de vous dire, allez voir ce billet qui pose des bases un petit peu sur les activités qu'on peut proposer, comment on peut s'organiser, sur quoi il faut mettre le focus sur les moments synchrones, d'échange, de partage avec les étudiants. Voilà, et donc, il y a ce billet-là qui vient compléter un petit peu ma réflexion. D'ailleurs, je vais vous le mettre sur Twitter, parce que quand je me tourne, c'est pour mettre sur Twitter, c'est le 6. Voilà, c'est celui-là. Hop, je descends. Tenez, je vais tout mettre en vrac, comme ça, c'est rapide. Hop, hop, hop. Allez, ça arrive, hein. Je fais 3 choses en même temps. Hop, voilà. CTRL-V, hop. Et je clique sur le plus. Voilà. Donc, Jacques Dubois, sur qu'est-ce que je dois mettre à distance, qu'est-ce que je dois faire en synchrone, qu'est-ce que je dois faire en asynchrone, qu'est-ce que je peux faire en présentiel. Alors, ça, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est intéressant. Où se trouve la valeur ajoutée? Alors, des petits trucs pour faciliter la vie sur le RapidMOOC. Ça a été évoqué tout à l'heure à la précédente présentation. Moi, partout j'ai installé, alors je vais parler au Bénin, au Mali, à Lyon et ici, puis un peu dans d'autres endroits. À chaque fois, l'idée, c'est de tout mettre sur un seul bouton. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure aussi à la présentation précédente. Là, on a même bien fait les choses. On a une clé, on tourne, s'allume tout, la CPU, l'ordinateur, le RapidMOOC, les écrans, les lumières, la clim, tout. Donc ça, c'est hyper important. Le prof, tu dis, voilà, tu tournes le bouton, ça marche. Et là aussi, ça, le truc qui est sympa, c'est que tu tournes le bouton et ça marche. Et on n'a pas trop souvent de panne. Bon, il y en a toujours un petit peu, mais finalement, on a un taux d'exploitation qui est à 95% facile. Les petits trucs aussi pour vous faciliter la vie quand vous avez un RapidMOOC, alors que ce soit un studio ou pour le connecter, il est connecté au réseau. Mon RapidMOOC est connecté au réseau. Ça me permet plein de choses pour les mises à jour, les trucs comme ça. Et moi, je n'utilise pas les fonctions visio qui sont installées dans le logiciel. Je ne vais pas arriver, hein. Je ne dois pas être bien bon. Donc, j'ai aussi installé sur les CPU, que ce soit les RapidMOOC Go ou sur le studio, les outils de visio qui sont Teams, Jitsi et Zoom, hein, qui sont installés. Et la petite astuce, et quand je fais un Zoom avec un studio, le Go ou le Gros, j'enregistre dans Zoom, mais j'enregistre aussi avec. Je fais un peu, enfin, nous, on fait un double enregistrement parce qu'on est très loin de tout le monde et c'est souvent qu'on a des coupures. Et là, on est sûr d'avoir un enregistrement de qualité. On a aussi configuré des comptes YouTube. Il a dû se lever tôt. Ah, attends, on va le faire taire. C'est Frédéric Imbert, évidemment, tu sais comment il est. Voilà. C'est les Dijonais. On met aussi des cours en ligne sur des chaînes YouTube. Comme on a des cours, on filme ici tous les cours. Et donc, on ne met pas tous sur une seule chaîne YouTube parce que ça sera ingérable. On a ouvert plusieurs chaînes YouTube, en fonction des cours. Des choses comme ça. Et on a configuré toutes les chaînes YouTube sur les RapidMOOC. Parce que ici, c'est pas moi qui. Parce qu'on filme de 7h du matin à 20h le soir, 6 jours sur 7. Et on a 4 studios, un fixe et 3 mobiles. Donc, c'est impossible c'est pas moi qui gère. On paye 5 étudiants pour gérer ça et puis le reste, c'est géré par les profs. Donc, c'est une solution on a mis en place. Et puis moi, j'ai du surf à faire, je dois aller à la plage, donc je n'ai pas que ça à faire. Donc ce sont les étudiants qu'on paye, hein, c'est des emplois étudiants et les enseignants qui gèrent ça. Et c'est presse-bouton, tout est configuré, ils savent, la vidéo c'est monsieur machin, va dans telle chaîne YouTube, clic, en 2 clics, 3 mouvements, c'est capturé, c'est mis en ligne, c'est en live. Donc c'est voilà. On a aussi facilité l'accès au studio. Ici, comme on est loin du monde, c'est la preuve ce soir. Là, je suis chez moi, mais j'aurais pu faire cette visio en studio. Mais moi, je suis à côté de la fac, donc j'ai la fibre ici, donc j'ai du haut débit. Mais il y a des gens à Tahiti, il n'y a pas la fibre partout. Et comme on travaille souvent en décalage avec soit les États-Unis, soit le Japon, soit la France, il y a 2 heures avec la France,
on s'est débrouillé pour que le studio soit accessible 24 heures sur 24. Un prof, il veut faire une visio, un enregistrement à 2 heures du matin, il sait comment faire, il est autonome. Il n'a pas besoin de m'embêter. Donc, on a des badges d'entrée, on a une consigne avec les gardiens, parce qu'il y a des vigiles sur le campus, c'est calé. Voilà, c'est quelque chose qui est complètement autonome. Donc, voilà, mais ça, hyper important, cette facilité d'accès, pas avec tous les enseignants, mais les enseignants qui sont en confiance, qui maîtrisent le truc, c'est 80% des étudiants, des enseignants, au bout de 5 minutes, ils maîtrisent le truc. Ils savent, ils ont un badge d'accès au parking qui donne accès au labo, à certaines salles. Nous, on leur met l'accès sur le studio et ils peuvent aller au studio. Il faut le réserver avant, quand on le prépare, etc., etc., qui ne se marche pas sur les pieds. On a un planning en ligne dans le NT, environnement numérique de travail. Mais le studio est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est une facilité d'accès. Et c'est important quand on réfléchit, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui étaient en train de réfléchir pour en acheter, quand vous l'achetez, il ne faut pas le mettre dans un bureau fermé à clé où il faut tout sortir, bouger des trucs, machin. Il faut que ça soit hyper accessible. La clé du succès, c'est ça. Hein. Un bouton hyper accessible. C'est un bel outil, mais si vous mettez ça, un écosystème qui va autour, ça sera un peu galère et puis ça sera, voilà. Partout où on a fait respecter ces règles, ça marche super bien le rapidement. Il y a des pays où il faut demander au chef qui a la clé, qui va demander au sous-chef d'ouvrir. C'est compliqué, ça ne se fait pas. Voilà. Des pays où bon, bref, vous m'avez compris, ça ne se fait pas tout le temps. Alors, je me suis amusé aussi à recaler le RapidMOOC dans le système pédagogique, vidéo-pédagogique de notre établissement, en ayant 3 dimensions. La dimension solution logicielle qu'on installe sur le poste client du prof, généralement, du prof ou de l'étudiant, la captation en salle, alors soit salle dédiée, soit salle de cours, et les outils de diffusion. Alors, en logiciel, il y a déjà en captation logicielle des choses un peu compliquées comme OBS. C'est que 5% des profs qui sont capables d'utiliser, d'installer ce bazar-là. Des Camtasia, il y a un peu plus de gens qui peuvent mettre. Un plugin PPT PowerPoint où tu peux enregistrer, ou même avec PowerPoint enregistrer en vidéo, ça c'est assez facile à faire. Zoom, il y a beaucoup de gens maintenant qui peuvent enregistrer des vidéos avec Zoom, faire des trucs assez sympas. Un super outil, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Opencast. Vous n'avez rien installé, il faut être connecté sur Internet, vous vous connectez sur le site, ça enregistre l'écran avec ou sans la webcam. C'est super facile à faire. Et un super outil que j'ai utilisé plusieurs fois avec des collègues belges, c'est StreamYard qui permet d'animer des webinaires en ligne. Voilà, donc ça, c'est des solutions logicielles. Avec l'avantage, c'est simple, c'est rapide à mettre en place. Avec des inconvénients, il faut une bonne connexion. Avec les inconvénients, il faut du bon matériel, ce qui n'est pas toujours le cas sur les ordinateurs des profs ou chez soi à la maison. Le son n'est pas top, le débit n'est pas top, voilà. Mais ça peut dépanner. Et pendant le grand confinement, le confinement total, je ne sais pas comment on peut l'appeler ça, le premier grand confinement, où personne ne pouvait sortir de chez lui, c'est avec ces solutions-là qu'on s'en est tiré. Hein. 100% du truc est passé par là. Même avec du Skype, on pourrait enregistrer avec du Skype, des vidéos. Ensuite, les solutions en salle. Alors ici, on s'est installé, on est en train de finir un réseau NDI. C'est une nouvelle norme de diffusion de la vidéo et du son sur des réseaux Internet, protocole IP. On a une caméra, on branche sur du gigabit, un réseau gigabit quand même, il ne faut pas rigoler. On le dessus et puis ma régie peut être n'importe où sur le campus. Mes caméras peuvent filmer dans les salles où elles sont installées. Je mets des micros, maintenant des super micros Sony ou je ne sais plus qui fait ça, micro directionnel. Le prof, il peut être n'importe où dans la salle, ça capte sans avoir de fil de machin. Bon, on enregistre le prof. On a une régie qui est une régie OBS qui est dans mon bureau. Et on a 5 salles, donc 3 amphis et 2 salles de cours qui sont câblées. Et comme ça, j'ai pas à faire d'installation. J'enregistre mes cours qui se diffusent là-dedans. Je peux récupérer le PowerPoint du prof, une vidéo et son son. Voilà. J'ai des caméras mobiles. Alors, j'ai 3 iPads et 3 RapidMOOC Go, les petits RapidMOOC Go qui ont été présentés en première partie avant moi. Donc, c'est des studios voilà. Donc, par rapport à une caméra et un iPad, c'est que l'autonomie,
faut le brancher, il y a tout à intégrer, c'est simple. Le prof se voit, les profs ont beaucoup d'amplitude, ça j'en parlerai, c'est super important avec l'interface. L'interface, l'ergonomie de l'interface, j'ai oublié de vous faire une capture d'écran, je me tape sur les doigts, c'est hyper simple. Tu as un bouton rouge pour enregistrer, un bouton pause, un bouton partager, voilà, c'est tout. Et c'est hyper simple et en 5 minutes, 80% des profs comprennent comment ça marche. Même Après, un prof y arrive, quoi. C'est ça l'idée, hein, Christophe. Même un prof y arrive, je dis. Ouais, mais c'est même pire. Mais c'est même pire. Même ceux qui disaient au départ, c'est nul, jamais on prendra ces trucs-là, c'est pas à moi de le faire. Et ils se rendent compte que, mais il n'y a que ça à faire, j'ai pas besoin d'un opérateur. Enfin, tu vois, voilà. Donc, et puis je préfère. Et puis, j'ai que ça à faire. Bah ouais. C'est bien. Puis je me vois. D'accord. Et puis ça marche bien. Voilà. Donc, ça, c'est hyper important. Sur le Rapid Go, c'est tout de suite. Et puis, il est joli. C'est tout con, mais tout le monde l'appelle robot. Alors, nous, on a des vrais robots pédagogiques. On dit, non, ça, c'est pas un robot. Mais, il est bien votre robot. Non, c'est pas un robot. Mais il y a le design, c'est aussi ce que moi, j'appelle l'affordance, sa facilité à se faire comprendre par lui-même. Et le design est super sympathique et ça y fait beaucoup. On a aussi des régies mobiles, Switcher Studio. C'est un truc sympa qui permet de mettre des iPads, des iPhones en réseau et de faire des régies. Bon, bref, ça, c'est pas très cher. J'ai utilisé ça ici, je crois que tu n'as pas vu ça, Olive. Quand on était à Lyon, je n'avais pas ça et c'est une tuerie, ce truc-là. Ouais. Mais tu m'avais déjà fait la promo. Ouais. Et le studio dédié, RapidMook. Donc, je vous mettrai un lien sur une vidéo de présentation avec un bouton qui allume tout, etc. Les outils de diffusion, on fait très peu de live. Le pourcentage a un peu augmenté. Là, j'ai mis 5%, je suis un peu violent, sur 10%, parce que nous, on a été la seule université française à accueillir les étudiants pendant le Covid. On n'était pas trop fermé, mais il n'y a que les CM qui n'étaient pas présentiels, mais les profs peuvent venir sur le campus. Donc là, les profs venaient s'enregistrer avec les RapidMook Go dans leur salle de cours et faisaient des lives, comme s'ils étaient en cours avec les étudiants. Généralement, c'est asynchrone. On a malheureusement un Moodle pour diffuser les cours avec un outil H5P pour enrichir les vidéos. On a aussi un serveur de vidéo pod, parce que les vidéos, on les limite à 100 mégas sur Moodle. Pourquoi? C'est 30% de nos étudiants ici. Alors, c'est spécifique à Polynésie. On a un taux de population, c'est moins riche qu'en France ici, et les étudiants, la population est moins riche qu'en France, et l'accès à Internet est presque 10 fois plus cher qu'en France. Voilà, on va dire 10 fois plus cher. En gros, beaucoup d'étudiants ont juste des forfaits d'1 heure, 2 heures de téléphone par mois. Donc, pour suivre les cours, c'est juste pas possible. Mais on limite les vidéos sur la plateforme. Donc, les étudiants n'hésitent pas trop à charger, mais ils peuvent être téléchargés sur des plateformes externes dans certains cours. Les vidéos, elles sont aussi sur YouTube, elles sont diffusées sur YouTube. Alors là, quelque chose qui va peut-être vous intéresser, ça fait plusieurs années que j'utilise cet outil-là, c'est le temps passé par un prof à préparer un cours, à faire un cours en présentiel par rapport à un cours préparé fait avec un RapidMook. Donc, je vous ai mis le cours présentiel en bas, le cours RapidMook. On va dire, on va faire au doigt mouillé, mais je ne suis pas trop loin de la réalité. Sur 1 heure de cours, 1 heure de cours, il y a un peu de préparation en amont du cours. Cette préparation en amont dépend de la maîtrise du prof. C'est la première fois qu'il fait le cours ou s'il n'a pas repris, s'il maîtrise bien le sujet. Donc, je vais dire, il y a entre 10 minutes de préparation à 4-5 heures de préparation pour 1 heure de cours. Ensuite, il y a, quand je fais mon cours avec les étudiants, je suis en présentiel pendant 1 heure. Je sais que je commence à 8 heures, je finis à 9 heures, j'ai fait mon cours. Comment je vais faire la même chose avec mon RapidMook? Alors, quand je dis cours avec les étudiants, il y a de l'interaction, il y a de la transmission, il y a de la discipline, il y a de la vanne, il y a de la blague, il y a comment vous appelez monsieur, pourquoi tu t'assois là. Enfin, il y a beaucoup d'échanges, d'interactions qui sont inclus dans ce package-là. Il n'y a pas que de la transmission. Il y a aussi mon PowerPoint ne marche pas. Comment je branche mon ordinateur sur mon vidéoprojecteur. Bref. Si je prends le parallèle avec le RapidMook, ce qui est intéressant, c'est que la préparation en amont, c'est la même.
Là, vous prépariez votre cours en 10 minutes, ben, il vous faudra 10 minutes sur le RapidMook. Là, vous le préparez en 5 heures, il vous fera aussi 5 heures avec le RapidMook. Ce n'est pas le format de l'outil qui va vous imposer, c'est ben, vous, le temps que vous avez d'appréhender votre cours, les notions, les concepts, les préparations de vos supports. C'est à peu près le temps de préparation. Par contre, systématiquement, l'enregistrement du cours, là, quand vous avez fait 1 heure de cours, je traitais ce chapitre-là en 1 heure, et bien, vous verrez, un enregistrement, ça ne fera pas 1 heure. Ça fera entre 30 et 45 minutes. Parce qu'il n'y a pas les vannes, parce qu'il n'y a pas monsieur, asseyez-vous, parce que vous n'avez pas les regards des étudiants qui vous font répéter 3 fois la même chose, parce qu'il y a plein de raisons que vous irez un peu plus vite que quand vous êtes en présentiel pour enregistrer votre cours. Alors ça, c'est la majorité des enseignants. J'en ai un. Bon, si je vais raconter, parce qu'on n'est pas nombreux à écouter, même si c'est enregistré, il y en a un qui dictait son cours. Donc, son cours, il avait 10 pages qu'il dictait en 1 heure. Ben, dans le RapidMook, il dictait de la même façon en 1 heure. Je lui dis maintenant, ce n'est pas la peine que tu dictes ton cours, tu peux aller beaucoup plus vite. Les étudiants, quand ils ne comprennent pas, ils viennent en arrière. Là. Ils ne te font pas en amphi, mais là, tu ne comprends pas un truc, tu peux revenir en arrière. Et du coup, vous gagnez un peu de temps en enregistrement, ça va vous laisser, alors ça c'est mon argument, ça va vous laisser du temps pour faire ce que vous faisiez de façon implicite en présentiel pour motiver les étudiants, les relancer, voir s'ils ont compris, pas compris. Et ça s'appelle du tutorat. Et donc, sur l'heure de cours, vous avez 45 minutes d'enregistrement de cours et vous aurez 15 minutes de disponible pour faire du tutorat, soit synchrone, soit asynchrone, sur l'analyse de traces laissées sur la plateforme, pour intervenir dans les forums et des choses comme ça. Et ça, c'est d'expérience. Alors, je n'ai pas fait des études systématiques, mais vous verrez d'expérience. Quand vous utilisez cet outil-là, le temps que vous passez à diffuser, à faire la transmission de votre contenu est beaucoup plus court que sur le temps présentiel. Voilà. Ça, c'est une constante. Les profs sont toujours surpris. Ah, ben dis donc, j'ai traité beaucoup plus vite. Je ne pensais pas que ça serait… Vas-y, c'est normal. Alors, c'est un gros problème, par contre. On parlait d'accompagnement technique. C'est bidon. L'accompagnement technique d'un prof sur un RapidMook, c'est bidon. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, il va se poser là. C'est, un, il va enregistrer plus rapidement, mais deux, est-ce qu'il est prêt, et ça, ce n'est pas la partie RapidMook, c'est le temps libéré par le RapidMook, est-ce qu'il est prêt à le faire sur la plateforme, sur le suivi, en synchrone, en asynchrone, sur la plateforme que vous utilisez, ou via Zoom, ou sur des moments comme ça. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à faire par les enseignants, et il y aura beaucoup plus de boulot à faire ici. C'est super important pour la qualité de votre formation que sur l'accompagnement de l'enseignant à la prise de l'outil. En 1 heure, c'est réglé, même pas ça. Après, vous avez des cas récalcitrants qui n'y arriveront jamais, mais la majorité, 5-10 minutes, un prof comprend le truc et très vite. C'est pour ça que j'aime bien cette techno, parce qu'il n'y a pas beaucoup de techno où les s'approprient en 5-10 minutes. Ils se sentent bien et arrivent à en faire ce qu'ils veulent en 5-10 minutes. Il n'y a pas beaucoup de techno. Le RapidMook, c'est une des rares technos en pédagogie qui permettent de faire ça. Et ça, c'est pour la première année. D'accord ? Donc, la première année, quand vous lancez un cours, vous allez enregistrer tous vos cours, par exemple, en RapidMook. Vous allez enregistrer… Moi, j'ai des profs qui ont enregistré des centaines d'heures de cours comme ça en studio l'année dernière. Et dans l'année 2, on va refaire le cours. Ou le semestre 2, on va refaire le cours. Ou 6 mois après, on va refaire le cours. Et donc là, si je passe à l'année 2, je reprends mon schéma. Qu'est-ce qui va se produire à l'année 2 ? L'enregistrement, ce ne sera pas le même. L'enregistrement, vous n'avez pas en tout enregistré votre cours. Donc, vous allez re-enregistrer 4, 5, 10% de votre cours parce qu'il y a une notion qui a changé. Vous avez émerdé une vidéo, vous avez des erreurs à droite, des erreurs à gauche. Vous allez refaire que des petites parties de votre cours. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de faire des vidéos courtes. Ce n'est pas que pédagogique, c'est aussi d'un point de vue organisation, gestion de votre cours à long terme. Si vous faites des vidéos de 3 heures, vous dites une connerie au milieu de la vidéo de 3 heures, soit vous savez faire du montage et puis vous faites des coupures et puis vous faites du montage, soit qui enregistre de nouveau les 3 heures. Vous faites une connerie sur 5 minutes, sur 10 vidéos de 15 minutes, vous n'avez qu'une vidéo de 15 minutes à refaire. Ou il y a une notion qui a changé, etc., etc. Donc, pensez à ça quand vous faites vos vidéos, à les découper de façon assez courte, pour pouvoir les scénariser dans la plateforme, mais aussi pour gérer à long terme votre cours. L'enregistrement, il y a des notions qui seront invariables. Le théorème de Thalès sera toujours le théorème de Thalès pendant les 30 ans de votre carrière, j'espère. Mais il y a des notions qui changent tous les 6 mois. Donc, ce qui ne bouge pas, vous en faites une vidéo. Ce qui bouge, vous en faites une autre vidéo, mais vous la faites à part.
J'espère que… C'est pour ça que l'année 2 de votre cours, vous aurez beaucoup moins d'enregistrements à faire. Du coup, hop, ça va allonger le temps de tutorat. Et c'est là l'intérêt de cours comme ça, c'est qu'on peut passer moins de temps sur la transmission et plus de temps sur l'accompagnement, le suivi des élèves, des apprenants, des stagiaires, je ne sais pas comment vous les appelez. Et donc, ça vous libère du temps. Mais là aussi, les gens, les profs, c'est compliqué parce qu'ils aiment bien se poser en amphi et puis faire le théâtre en amphi. Et là, dire, les gars, tu n'as plus besoin de faire ça, maintenant c'est beaucoup plus rapide, ça change de métier et ce n'est pas accepté par tous les enseignants. Mais l'idée, c'est ça, c'est le temps un peu que ça permet aux enseignants de mieux accompagner les étudiants. Mais dans le supérieur, dans les universités, ce n'est pas la majorité des enseignants qui sont prêts et qui ont l'envie, qui ont le goût. Ce n'est pas la même pédagogie, ce n'est pas le même travail. Et donc, cette évolution-là, elle demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accompagnement. Voilà. Concrètement, on a rapidement, en installant le RapidMOOC, on a fait énormément de vidéos. Ça nous a permis ici à l'université de basculer tous les cours en présentiel, tous les cours à distance, toute la Forco. Moi, je suis au bout de 2 ans, on a mis tous les cours de formation continue en ligne. On pourrait mettre tous les cours de formation initiale en ligne aussi, si on voulait. Alors, pas qu'avec le studio, hein, avec tous les outils qu'on a aussi. On a eu une première expérience, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, le premier cours qu'on a filmé ici. Sur les cours filmés, les gens qui ont suivi les cours filmés, donc qui étaient inscrits en ligne, on a un taux de réussite de 83%, et ceux qui venaient en présentiel à l'université, taux de réussite de 60%. Alors, ce n'est pas la même population qui suivait en ligne, qui suivait en présentiel, etc., mais dans un contexte où, quand moi je suis arrivé ici, on m'a dit vous savez, les Polynésiens ont besoin de contact, la vidéo, ça ne marchera jamais. Le premier cours qu'on fait, on sort les résultats, surtout que c'est le BIA, c'est un examen national. Hein. Donc, les gamins ici, c'est à 2 heures du matin pour faire l'examen, pour être à 14, synchrone avec les Français à 14 heures. Ça ne rigole pas. Donc, c'est un examen national, donc tout le monde passe dans le même filtre. Et là, on a passé les étudiants qui ont suivi le cours filmé, donc en ligne et en asynchrone, et les étudiants qui ont suivi le cours présentiel. Il y a quand même un petit delta qui est assez important et qui ne s'explique pas que parce que ce n'est pas la même catégorie sociale. Du coup, on a filmé la deuxième année où j'étais, ça fait 3 ans, j'entame ma 3e année. La deuxième année, on a filmé un cours entier un peu plus conséquent, le DAEU. On a proposé en ligne à la rentrée 2019. On a doublé le nombre d'inscrits et on a quasiment doublé aussi le taux de réussite parce qu'on était à 30%, on est passé à 55%. C'était jamais arrivé. Voilà, donc là aussi, deuxième cours filmé, ça s'est bien passé. Et du coup, depuis la rentrée, la rentrée se fait au mois d'août, on a toute la formation continue qui est en ligne et on a eu tous les cours de formation initiale en ligne quasiment toute l'année, hein, puisque les étudiants ne pouvaient pas venir sur le campus. Donc, le ratio est motivant pour les profs. Donc, ils perdent trop de temps en studio. Ils ne perdent pas la motivation non plus. Beaucoup avaient crainte. Je me rappellerai toujours d'un prof ici. La première fois, j'ai dit, ce serait bien que tu viennes voir le studio parce qu'il est placé au milieu de l'université. Il est très accessible. Hein, c'est important le choix de la place du studio. Donc, il y a toujours du monde qui passe devant le studio. Donc, comme au début, quand j'ai installé, c'est porte ouverte. Dès qu'il y a un prof qui passe devant, je dis viens voir comment ça marche. Moi, monsieur Vigan, jamais je mettrai le pied dans un studio. Et du coup, c'était un des premiers à enregistrer tous ces cours en ligne en me disant c'est génial, j'ai le même taux de réussite qu'en présentiel qu'à distance. Et là, je lui réponds mais c'est nul, ça devrait être mieux pour les raisons que je vous ai évoquées. Il me dit non, c'est bien, non, ce travail de tutorat, tu ne l'as pas fait, il faut qu'on t'aide, je sais que ce n'est pas facile pour toi, je sais que tu ne te rends pas compte, ce n'est pas ta culture. Et donc là, on est en train de travailler avec des étudiants, pour des tuteurs qui sont financés par l'université, donc les 3e années qui vont aider les profs à faire des cours sur les premières années, bref, à faire ce tutorat-là, les aider. Et donc, on monte en puissance en production avec, en plus, les confinements. Là, on a acheté 3 RapidGo pour. Donc, on a un fixe, un grand studio qui ne bouge pas, qui est en fixe. On ne démonte pas, on ne bouge pas. Même si on a des caisses, on peut le démonter. Il est tout le temps utilisé. Donc, il ne bouge plus. Et les Go, les RapidMOOC Go qu'on peut mettre sur tout le campus. Voilà.
concrètement, sur les intérêts du RapidMOOC, concrètement, les avantages, c'est ce que j'appelle l'affordance, c'est la facilité à se faire comprendre par elle-même, l'interface. On montre une fois, les gens, ils s'en rappellent, c'est hyper simple, c'est hyper intuitif. Surtout sur le Go, c'est avec des boutons, clic, 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 c'est l'application, voilà. Ils y arrivent super bien et ils adorent bosser avec ça. Franchement, je suis épaté là-dessus, voilà. Autre intérêt, c'est très rapide au démarrage. Ça, c'est super important. Tu appuies sur le bouton, l'étudiant, il arrive, il pose le truc, tu appuies sur le bouton, ça marche. Sur le Go, tu le branches, même pas 10 secondes pour que ça démarre. Donc ça, c'est hyper important. 10 secondes, j'exagère un petit peu, mais moins de 30 secondes, ça c'est clair. Ça, c'est hyper important. C'est un outil qui permet de faire de la qualité. Ça a été évoqué au démarrage, mais c'est super important. Tout à l'heure, sur mes 3 colonnes, ce qu'on produit sur un poste de travail simple à la maison et quelque chose qui est produit avec ces outils-là, les profs, ils voient, ils sentent la différence et ça valorise leur travail. Beaucoup plus qu'un PowerPoint avec une voix off enregistrée avec les gamins qui hurlent derrière. Donc, non, il y a vraiment un différentiel qualité qui est important. C'est un outil fiable. On le met, ça marche. J'ai eu très peu de panne, d'emmerde avec ça. Et quand je suis embêté, là, c'est normal. Hein, Fabrice, il développe là, des trucs. Moi, on parlait de SAV. J'ai un petit canal spécifique. On se contacte assez rapidement et en 5-10 minutes, il y a toujours des réponses, des solutions. Et au pire, le lendemain, une nouvelle version. Et voilà. On n'a jamais été bloqué ici avec cet outil-là. Donc, voilà, le partenaire est à l'écoute. Ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble, donc vous n'aurez peut-être pas le même lien avec Fabrice, mais c'est important qu'il soit à l'écoute du terrain. Parce que le terrain est casse-pied, hein, c'est moi le casse-pied. Les points négatifs, mais ça, je vais répéter 10 000 fois, c'est le système est fermé. J'ai horreur de ces boîtes où je ne peux pas voir les fils, toucher les trucs. Alors ça, c'est mon côté à moi. Je sais que les profs, ils préfèrent ça, c'est joli, c'est sympa. Mais on aimerait bien bidouiller, on aimerait bien bricoler dedans, voilà. Même, ça ne tombe pas souvent en panne, mais quand ça tombe en panne, voilà, c'est trop fermé. Hop, hop, hop. Et il y a une question aussi de coût. Moi, je trouve que c'est un peu cher. Voilà. Il me semble que j'ai zappé des diapositives. Hop, 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 hop. Concrètement, les enregistrements, j'ai fait ça. Gna, 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 gna. Invitation en salle. Bon, non, voilà. Je suis arrivé à la fin de ma présentation. J'ai été long ou pas? Je ne sais pas l'heure. Ah oui, 45 minutes. C'est nickel. J'ai fait tout. Oui, non, j'ai tout dit. Hop, fin du diaporama. Alors, attends, maintenant, comment je vois le bazar? Hop, contrôle à distance, participants. Oh, il y a du monde. C'est où le chat? C'est à droite. Il n'y a pas trop de questions. Il y a des collègues qui ont dû partir parce qu'ils avaient des cours ou des interventions. Non, moi j'en ai une, c'est sur le rapport aux plateformes de diffusion, sur YouTube notamment. Comment vous gérez ça? C'est-à-dire que chaque prof a sa chaîne Il y en a. Je les pousse. Moi, je les pousse. Je les pousse à avoir leur chaîne. Mais alors, je reviens sur ma slide. Je reviens sur ma slide. Et donc, et avec les stagiaires aussi, comment ça se passe sur la diffusion de contenu vidéo? C'est-à-dire, quand ils produisent une vidéo, ils la déposent où, etc., etc. Cette slide-là, vous la voyez? Ouais. Hop, voilà. Qu'est-ce que ça s'appelle un stagiaire? Un étudiant? Oui, un étudiant. Alors, les profs d'abord. Ça dépend du lien de confiance que le prof a avec son institution. Je ne sais pas si tu me comprends. Il y a des profs qui n'ont pas du tout confiance en l'institution, qui ne veulent avoir aucun lien à l'institution en disant c'est des voleurs, c'est des bandits, ils vont me voler mon image. Je dis pas de problème. Tu la mets dans ton YouTube, tu gères ton YouTube. Et donc, on a des gens qui font comme ça. Il y a des gens aussi qui ont besoin d'avoir leur YouTube perso parce qu'ils ont ils participent à des recherches, ils participent à des sectes d'échange, ils participent et ils ont besoin de visibilité. Et YouTube leur offre cette visibilité. Hyper important. Après, il y a nous. Tout mettre dans une seule chaîne, c'est ingérable. On a ouvert très vite, on a ouvert une chaîne de cours. On a la chaîne institutionnelle de l'université, où là, on a les événementiels, les grandes conférences, les soutenances de thèse, les soutenances de HDR, etc., etc. Donc, les événements institutionnels.
Mais les cours ne sont pas dans cette chaîne-là parce que un cours, c'est des fois 8 heures de vidéo par jour. On a des formations, même jusqu'à 10 heures de vidéo par jour. Donc, les gros cours entièrement en ligne ont leur chaîne propre. Donc, le DAEU, le DU de polynésien, on a une dizaine de chaînes. Et ensuite, on a le tout venant qu'on met dans notre chaîne à nous, du Pôle KISS, sur YouTube. Et donc, les comptes YouTube sont installés sur tous les RapidMOOC. Donc, les tuteurs, on les forme, on dit le cours DAU, tu le mets dans la chaîne DAU, le cours machin, tu le mets dans le truc. Et alors, je vais vous montrer un truc aussi. Donc, c'est à partir du RapidMOOC qu'il les dépose sur les comptes YouTube? Ah ouais, direct. Direct. Ça, ils ne repassent pas par leur ordi en allant déposer. Non, il n'y a pas de clé USB, il n'y a rien. Et les comptes YouTube, du coup, quand tu dis un prof fait son compte YouTube, du coup, il est aussi installé sur le RapidMOOC, le compte en question? Ou lui, il passe... On ne l'a pas fait, mais on pourrait, ouais. Ouais. C'est lui qui le fait. Généralement, c'est ceux qui viennent la nuit s'enregistrer dans le studio. Et eux, ils savent configurer le YouTube. Il n'y a pas que des nouilles, les profs, il y en a des bons. Ben oui, il y en a qui savent configurer leur compte YouTube. Non, mais même la majorité. Donc, il y en a qui n'arrivent pas à mettre un titre dans PowerPoint, mais il y en a qui gèrent leur YouTube. Est-ce que la particularité du dépôt des chaînes, enfin sur les chaînes, c'est des vidéos publiques ou c'est des vidéos exclusivement envoyées avec l'URL? C'est non répertorié, ouais. La majorité, c'est non répertorié, elles ne sont visibles que dans la plateforme. Vous voyez là à l'écran, je vous ai partagé notre outil de collaboratif, mon super workflow que j'ai mis en place pour les étudiants. Donc là, j'ai ici, j'ai les noms de mes étudiants qui bossent. Donc il y a Kinan, Marc, Inamwe, Nike et Alexandre. Ici, c'est les gens de l'équipe TIS. Donc il y a Fabrice, moi et Ronan. Donc c'est le nombre d'heures, parce que mes étudiants sont limités à 40 heures par mois, 15 heures par semaine. Donc tu vois, je suis obligé de faire des calculs, voilà. Un prof nous fait une demande, disons, à tel jour, Madame Machin doit enregistrer le cours Machin dans la salle truc. On a un suivi, c'est fait avec le RapidMOOC, c'est fait avec le RapidMOOC, on dit, voilà, je vais le faire avec le RapidMOOC 1, le RapidMOOC 2, le RapidMOOC 3, je le fais en studio, je fais ceci. Donc en fonction du truc que veut dire, si c'est filmé en studio, normalement, il faut que je fasse entrer peut-être. Bon, normalement, ça doit changer la couleur du truc. Tu vois, ça ne marche pas toujours. Mais il y a des codes couleurs qui normalement, mais tu sais que c'est enregistré. Du coup, on a le lien qui est mis, la vidéo qui est mise là. Et ensuite, quand la vidéo est déposée sur YouTube, et ensuite elle est intégrée, vous voyez ici, là, elle est sur YouTube. Ah merde, il ne faut pas que je clique. Elle est mise sur YouTube et là, elle est mise sur la plateforme. Donc, j'ai un suivi comme ça, je sais où sont toutes mes vidéos. Quand elles sont filmées, quand un cours n'est pas filmé, il est annulé, voilà, etc., etc. Donc là, c'est il y en a, c'est la semaine prochaine, ça, voilà. La semaine prochaine, j'ai encore pas les. Mais les liens, d'aujourd'hui, ce qui a été filmé aujourd'hui, ils n'ont pas encore mis les liens. Ce qui a été filmé hier, tout est déjà en ligne. On sait avec quoi ça a été filmé et où c'est fait. Et ça, c'est un Excel. Pareil, le fichier Excel, il est accessible sur tous les RapidMOOC. C'est du Excel Office, c'est de l'Office. C'est un fichier partagé. Il est accessible. Le gamin, il arrive en salle. Il sait qui doit filmer, quand il doit filmer. S'il ne s'en rappelle pas, il a juste à se connecter. Il y a tout. Ça, c'est de l'organisation. C'est un peu le bazar chez nous. Donc, comme ça, tout est accessible. On est une dizaine à travailler sur ce fichier-là en permanence. C'est super facile à gérer, quoi. Voilà, on ne s'est pas embêté. Le fichier Excel était monté en 10 minutes. Tu envoies un mail, les gens, tu leur montres le truc, en 5 minutes, ils savent faire ça. Et du coup, j'ai Inamwe, elle fait des permanences bureau. Elle passe 2-3 heures par jour à mettre les vidéos en ligne, à avertir les profs. Parce que ce n'est même pas les profs qui les mettent dans la plateforme ici. C'est les étudiants qui font ça, qui leur préviennent, et qui prennent les étudiants, ou même des fois dans les groupes Facebook, qui font un peu de tutorat. Vous n'avez pas vu la vidéo. Donc, toi, il y a cette partie-là est gérée aussi par les étudiants, via ce fichier-là. Voilà. Donc ça, c'est pour les formateurs. Ça, c'est notre fichier à nous, c'est pour l'équipe vidéo, quoi, on va dire. Ça, c'est un sujet nous, qui émerge actuellement. C'est finalement, effectivement, on demande aux stagiaires de produire des contenus, aux étudiants de produire des contenus vidéo, alors peu importe l'outil utilisé. Et ensuite, on leur dit diffusez-les, par exemple, sur YouTube. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais alors YouTube, quand même, blablabla. Donc, il y en a qui vont demander du WeTransfer, d'autres qui vont, on va les faire déposer sur la plateforme, etc., etc. Et donc, c'était, tu vois, la stratégie par rapport à ça.
Et ce qui se joue finalement. Non, aussi. sans emmerder. Non, c'est ta vidéo, YouTube, c'est ton YouTube, tu la mets en non répertorié, il n'y a que moi qui la vois. Point barre. Voilà. Et comme ça, le jour où tu ne veux plus l'envoyer, c'est toi qui es responsable. Tu me laisses une semaine que je te mette la note, tu me laisses un mois, tu donnes une consigne. Et après, si tu veux l'enlever, c'est toi qui gères, c'est pas moi qui gère. Moi, je suis prof, je n'ai pas que ça à faire. Voilà, je ne m'embête pas comme ça. Donc là, par exemple, Arnaud, tu veux dire quelque chose? Je disais qu'il y avait quelques alternatives en ce moment qui étaient en train de monter, notamment le projet autour de Peertube, qui est le format un peu libre open source de dépôt des vidéos. Donc, je trouve plutôt assez pas mal. Enfin, en tout cas, il est toujours en phase de développement, mais je trouve que le projet est intéressant. Alors, nous, on a pris le projet francophone qui a été développé à Lille, qui s'appelle Pod. Voilà, c'est ça. Je vous l'ai mis à l'écran, vous le voyez là. Alors, je vous ai présenté dans les outils plateforme maison. Le problème, c'est que sur YouTube, on dépose entre 20 et 30 gigas par jour. Si on met ça sur notre serveur local, au bout d'un mois, on arrête parce qu'on n'a qu'un tera de données de disponible. Donc, on va vite le remplir. C'est pour ça que YouTube, on met tous les cours là-dessus. Voilà. Et là, donc, on a installé un serveur vidéo. Donc, on peut l'interfacer avec, avec le CAS maison. Donc, je passe par l'authentification maison, le NT. Du coup, j'ai tous les utilisateurs. Alors, moi, je suis administrateur. L'utilisateur, ce n'est pas moi qui gère. Il suffit que l'utilisateur se connecte une fois par le NT, il a accès à la plateforme. Alors, normalement, est-ce que je les vois, tous mes utilisateurs? Je crois que je les voyais, chapitre, enregistrement. Ben non, ils sont où mes utilisateurs? Ah bah merde alors. Donc, tous mes utilisateurs, les listes, les chaînes, les fichiers. Bon, ben, je crois que je les voyais ici. Chaîne type. Tu peux gérer tes chaînes. Si tu es administrateur, c'est un YouTube, hein, c'est comme YouTube ou comme Peertube, mais c'est français, c'est des jeunes à Lille qui sont super sympas qui ont fait ça. C'est un projet open source, il est sur le truc où il y a tous les autres. Oh, putain, mais je vieillis mal, moi. On peut le télécharger, on peut l'installer, on peut participer. Et c'est sympa parce que, par exemple, sur les playlists, des trucs comme ça, tu peux mettre tes propres logos. Donc, tu vois, sur les colloques, l'école doctorale, les conférences de la recherche, on a mis les conférences Savoir pour tous. Tu vois, on peut mettre nos propres logos. Là, je pense que vous voyez l'écran. Mais ça, c'est important d'avoir dans son écosystème. Pourquoi j'ai deux serveurs vidéo? Tout le monde pose la question. Bah, déjà, la volumétrie n'est pas la même. Hein. Ce qu'on peut mettre sur le nôtre serveur, c'est pas la même chose que sur YouTube. YouTube, c'est vraiment l'autoroute. Voilà. Mais ici, à nous, c'est important parce que le jour où YouTube devient payant, le jour où YouTube nous casse les pieds, on a une secours, on a ce truc-là sous la main, qui a les mêmes fonctionnalités. Tu peux rappeler le nom de l'outil, s'il te plaît? Je n'ai pas entendu. Pod. 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 Ouais. Alors, je te mettrai je donnerai au livre le nom du développeur à Lille, du chef de projet à Lille. Yes. Bon, est-ce que vous avez des questions? C'est vraiment bien fait. Si, tu peux revenir sur l'aspect du son. Pourquoi? L'aspect du son, le bruit. Tu as dit que tu as eu des améliorations. Oui. Tu peux revenir dessus sur des tests de micro qui bougent apparemment, ou qui suivent le son. Ah, oui, bah mais ça coûte 2000 € le micro. Hein. Ah oui. Ouais. Pareil, je te donnerai, j'ai plus micro Sony. Je ne me rappelle plus, c'est peut-être celui-là. Non, mais j'ai mis dans les cases, non, mais c'est pas ça. Je te donnerai les références, il y a plusieurs micros, il y a des barres aussi que tu peux acheter, que tu mets au-dessus d'une télé pour faire le suivi. On en a acheté plusieurs, je vous donnerai les références de ça. Merci. Mais maintenant, tu as des dispositifs, ça fait cette taille de Sony. Et c'est un micro directionnel, donc électroniquement, il suit le prof dans la salle. Mais c'est impressionnant, tu vas chuchoter dans un coin, même dans des grandes salles de 25 mètres, tu vas chuchoter dans un coin, on t'entend, tu vas à l'autre coin, à l'opposé, on t'entend aussi. C'est impressionnant. Voilà. Et la caméra te suit automatiquement. Voilà. C'est bien fait. Bon, alors. Dans les bugs, c'est la caméra automatique sur RapidMook, des fois ça plante.
Là, on n'a pas une fiabilité à 100% sur le suivi automatique de la caméra. Parce que quand on a énervé, l'autre fois, j'ai une prof de maths qui courait dans tous les sens pour faire des matrices. La caméra, elle a fait 2-3 allers-retours et après, elle a arrêté. Ouais, Guillaume, tu voulais réagir? Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Il faut aller doucement, en fait. Ça marche, mais si tu marches vraiment doucement, et pareil, ouais, j'ai quelques retours d'AgroParisTech, de Sorbonne aussi, qui ont le même pépin. Ouais, ouais. Ouais, le tracking, Attends, c'est un gros sujet, en fait. Hein. C'est toujours. Ouais. Ouais, non, on a encore. C'est pas réglé, quoi. C'est pas parfait. C'est loin d'être parfait. Et est-ce que vous avez des indicateurs sur sur les retours des étudiants, du coup, parce que tout à l'heure, on a vu les taux de réussite qui étaient un peu mieux. Mais est-ce que vous avez eu des enquêtes sur le retour entre les cours qui suivaient en présentiel avant et les cours qui suivent maintenant via ce dispositif? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Enfin, c'est au doigt mouillé parce qu'on a eu les retours là, des profs sur le premier semestre en formation initiale, où le prof va dire c'est génial, j'ai le même taux de réussite, le même pourcentage d'étudiants qui ont réussi leur examen avec la même note. Et c'est à lui, je lui ai dit c'est nul, ça devrait être mieux maintenant. Bon, parce qu'il n'a pas fait ce temps de tutorat. Donc, tu vois, Oui, c'est pas facile à comparer. ça, c'est pour le retour. Mais moi, plutôt, ma question, c'était, je me suis peut-être mal exprimé, c'était sur le retour des étudiants de l'usage, justement, de cet outil numérique plutôt que de venir en présentiel, en fait. Est-ce que vous avez un peu de recul là-dessus? Certainement. Ça fait quelques années déjà. Donc, C'est pareil. Là, j'ai commencé mon cours à Lyon. Et c'est un cours optionnel. C'est-à-dire que les étudiants, ils ont, je sais pas, une quinzaine d'options. Et les étudiants qui ont choisi mon cours, mais pourquoi vous avez pris mon cours? Parce qu'il est à distance. Et j'entends partout dire que les étudiants se découvrent un moment, ils ne veulent plus suivre les cours à distance. Pourquoi vous n'avez pas fait les cours en présentiel? Ils m'ont répondu, ah oui, mais vous, c'est pas pareil, votre cours, c'est pas du Zoom. Il est prévu pour. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème de cours distance-présence, c'est de dynamique que tu mets dans ton cours, de scénarisation. C'est plus ça le problème que d'outils. Et souvent, on se focalise sur la vidéo, la qualité, etc. Mais ce n'est pas que ça. C'est toute l'animation que tu vas faire, c'est toutes les interactions synchrones ou asynchrones que tu vas mettre en place. C'est plus ça et le suivi que tu vas mettre en place. il va le rendre. Tant qu'on ne l'a pas fait, on reste dans la transposition. Je ne sais pas si tu as vu le modèle SAMR, où on substitue le présentiel par la distance, la vidéo. C'est le premier niveau d'innovation, d'appropriation des technologies. Ce que Marcel appelle, Marcel Lebrun, la fossilisation des pratiques. Moi, ce que j'appelle, c'est l'effet carrosse. Les premières bagnoles qu'on a fait ressemblaient à des carrosses. On enlevait le moteur de la voiture et puis on mettait un moteur. On enlevait les chevaux du carrosse, on mettait un moteur à la place et c'était l'effet carrosse. Je trouve que j'en ai pas sous le coude. Donc, c'est ton dispositif, tu peux le changer à fur et à mesure. Déjà que l'étudiant puisse écouter, réécouter, parce que souvent on dit que l'art de la pédagogie, c'est la répétition. Voir cette vidéo, la reprendre une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et qu'elle soit accessible, ça aide énormément les études. Après, les plus, c'est faire de l'accompagnement, faire de l'animation et des choses comme ça. Et ça, les enseignants, c'est pas facile à faire, c'est pas leur métier, ils n'ont pas l'habitude et il faut les accompagner là-dessus. Okay. Le rouge du bit. Non, pas du tout. Moi, je suis assez d'accord. Accompagner la transformation des métiers des profs, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Bon, après, c'est toujours... Ouais. Non? Bon, s'il n'y a pas de questions et de remarques, on va passer à... Christophe, on te remercie. Si tu restes avec nous, on est ravis. Et sinon, on va écouter Maître Arnaud. Ça marche. Ouais. Je reste un peu avec vous. Ouais. Bonjour à tous.